19 corps gisent les uns sur les autres dans un passage étroit et sombre, tels des sacs de grains jetés à la hâte. Or, il ne s'agit pas de sacs, mais de l'élite de l'armée romaine, en tenue de combat complète. Leurs armures ne portent aucune bosse de coup de marteau, aucune flèche perce ne dépasse de leur poitrine, et nulle épée n'a laissé de coupure mortelle sur leur peau. Pourtant, leurs vies ont été interrompues instantanément, en une seule seconde. Qu'est-ce qui a pu tuer toute une unité de vétérans aguerris, plus vite qu'ils n'aient eu le temps de prendre une inspiration, et obliger les archéologues, 17 siècles plus tard, à se creuser la tête face à ce tableau d'horreur figé? La réponse à cette question renverse notre conception des technologies de l'Antiquité et déplace la date de naissance de la guerre chimique des tranchées de la Première Guerre mondiale à la poussiéreuse Syrie du IIIe siècle. Mais pour comprendre comment ces hommes ont pu se retrouver dans ce piège mortel sous terre, nous devons remonter le temps, là où l'air brûlant tremble au-dessus des eaux de l'Euphrate et où l'horizon se charge d'une obscurité plus terrible que n'importe quel orage. Nous sommes en l'an 256 de notre ère, à Doura Europos, ville que les historiens surnomment la Pompéi du désert. Mais ici, la vie ne fut pas interrompue par un volcan, mais par la volonté cruelle de l'homme. Cette cité se dresse sur une haute falaise, dominant le grand fleuve, et sert de forteresse orientale, verrouillant l'accès à l'Empire romain. Les fouilles menées par l'expédition de l'université de Yale dans les années 1930 ont révélé que la garnison de la ville vivait dans une tension constante, sachant que chaque coucher de soleil pouvait être le dernier. L'Empire romain craque alors de toutes parts, déchiré par des crises internes, l'inflation et des guerres civiles, ressemblant à un vieux lion encerclé par une meute de jeunes hyènes affamées. La frontière n'est pas ici qu'une simple ligne sur une carte. C'est une corde tendue à l'extrême, prête à céder au moindre contact, et le son de cette rupture étouffera les cris de milliers de personnes. Cette ligne frontalière fortifiée, qui séparait l'ordre romain du chaos barbare, était nommée le limes. Le limes était un système complexe de forts, de remblais et de tours de guet, servant de terminaison nerveuse à l'Empire, transmettant le signal d'alarme jusqu'en son cœur. C'était une ceinture de pierre dont Rome s'était entourée pour ceindre son corps immense, tentant d'empêcher ses entrailles de s'échapper sous la pression des ennemis extérieurs. Mais aucune pierre ne pouvait arrêter ceux qui s'abattaient de l'Est, car de nouvel ennemi n'était pas fait de chair et de sang, mais de foi fanatique et d'acier froid. De l'Est, l'Empire sassanide s'abattait sur Rome, une puissance jeune et agressive qui rêvait non seulement de pillage, mais de l'anéantissement total de la présence romaine en Asie. Le roi perse Shapur Ier se considérait l'égal des dieux et voyait les empereurs romains non comme des rivaux, mais comme des esclaves ayant temporairement oublié leur place. Des sources antiques, telles que les inscriptions de la Kaaba de Zoroastre, célèbrent les victoires de Shapur, affirmant qu'il détruisait les armées romaines par dizaines de milliers, transformant les champs de bataille en cimetières sans stèles. Ce n'était pas seulement une guerre pour le territoire, c'était un choc de deux civilisations, l'une s'appuyant sur la discipline de fer des légions, l'autre sur la puissance dévastatrice de la cavalerie lourde et le génie de l'ingénierie. À l'intérieur des murs de Doura Europos, les soldats romains nettoyaient leurs épées et vérifiaient les courroies de leurs boucliers, fixant la brume du désert jusqu'à en avoir mal aux yeux. Parmi eux, il n'y avait pas que des Italiques, mais aussi des Syriens et des soldats venus des quatre coins du monde, unis par l'aigle sur les étendards et le serment de fidélité à l'empereur. Les archéologues découvrent ici des lettres de soldats à leurs familles qui témoignent d'une nostalgie de la vie ordinaire et de la conscience qu'ils se tiennent au bout du monde, d'où il n'y a peut-être pas de retour. La ville était bondée de réfugiés et de militaires. L'air était épais de l'odeur de la sueur, de la viande grillée et de la peur.
qui recouvrait chaque habitant d'un film collant. C'était le calme avant la tempête, lorsque les oiseaux cessent de chanter et que l'air devient lourd comme du plomb, annonçant le coup de foudre. Mais les Perses n'avaient pas l'intention de simplement prendre les murs d'assaut, perdant des hommes sous une pluie de flèches et de pierres. Ils avaient préparé quelque chose de plus rusé et de plus terrible. Les ingénieurs de Shapur étaient maîtres de l'art du siège. Ils savaient que le chemin le plus court vers la ville ne passait pas par les portes, mais à travers la terre elle-même. Tandis que les sentinelles romaines scrutaient l'horizon, s'attendant à voir les étendards de l'ennemi, la menace réelle commençait déjà son chemin, profondément sous leurs pieds, dans un silence et une obscurité complets. Le destin des 19 soldats était déjà scellé, bien qu'ils riaient encore, jouaient aux dés et faisaient des plans pour le lendemain, un jour qui n'était pas destiné à venir. Au loin, un nuage de poussière s'éleva, si énorme qu'il masqua le soleil, et le son de milliers de sabots se fondit en un seul grondement, semblable à un tremblement de terre qui approche. Le fracas qu'entendaient les défenseurs de la ville n'était pas le tonnerre. C'était le bruit de milliers de sabots frappant la terre sèche, annonçant l'arrivée d'une armée capable d'anéantir une civilisation. L'armée perse se déployait devant les murs de Doura Europos avec une précision mathématique, transformant le chaos du désert en une machine de mort ordonnée, où chaque soldat connaissait sa place dans le massacre à venir. Les chroniques historiques et les bas-reliefs de cette époque témoignent que Shapur n'avait pas amené avec lui une simple horde de maraudeurs, mais une armée de haute technologie, équipée des meilleures machines de siège de l'Antiquité. Ce fut le moment où la garnison romaine, postée sur les murs, réalisa que leur bouclier de pierre pouvait se révéler aussi fragile qu'une coquille d'œuf sous le marteau d'un forgeron. Parmi les rangs perses se distinguaient des cavaliers entièrement recouverts de fer de la tête aux pieds, dont les chevaux étaient également revêtus d'une armure d'écaille, rappelant des dragons animés des mythes anciens. Ces cavaliers lourdement armés, capables de briser n'importe quelle formation par leur seul poids, étaient appelés les cataphractaires. Le choc d'un coin de cataphractaire était semblable à un coup de bélier, et les Romains savaient que si ces cavaliers de fer pénétraient dans la ville, l'infanterie légère serait simplement piétinée dans la boue sanglante des pavés. Mais avant que la cavalerie ne puisse entrer en action, la bataille des ingénieurs devait commencer. Un affrontement d'esprit où l'enjeu n'était pas des pièces d'or, mais des milliers de vies. À l'intérieur de la ville, le commandement romain se préparait fébrilement au siège, comprenant qu'aucune aide n'était à attendre et que chaque morceau de pain valait désormais plus cher que l'or. La logistique dans la guerre antique était cette bête invisible qui dévorait les armées plus vite que les épées ennemies, et les légats passaient des heures à calculer les réserves d'eau et de céréales. Les documents de cette époque montrent qu'un légionnaire devait consommer environ 850 grammes de céréales par jour, et que les chevaux exigeaient non seulement du fourrage, mais aussi des gallons d'eau qu'il fallait remonter de la rivière ou puiser dans des puits sous la menace constante des bombardements. Chaque soldat savait que la faim le tuerait plus lentement, mais plus cruellement qu'une flèche perse, et vérifiait ses provisions avec la même minutie qu'il aiguisait ses armes. La garnison était principalement composée non pas des prétoriens d'élite de la capitale, mais d'indigènes locaux et de troupes auxiliaires habitués au soleil brûlant de la Syrie. Parmi eux, la 20e cohorte palmyrénienne, une unité d'archers et de fantassins dont nous connaissons les noms grâce aux papyrus et aux inscriptions conservées sur les murs des casernes, occupait une place particulière. Ces guerriers étaient armés non plus du court gladius, devenu le symbole du début de l'Empire, mais d'une arme plus longue et plus lourde, adaptée au combat à cheval et en formation à pied. Cette longue épée, qui devint l'arme d'estoc principale de l'armée romaine au IIIe siècle, était appelée la spata. La spata permettait de maintenir l'ennemi à distance. Mais dans l'étroit et sombre souterrain, où le destin allait bientôt acculer ses hommes,
La longueur de la lame deviendrait plus une gêne qu'un avantage. Voyant les Perses traîner leurs tours de siège et leurs béliers vers les murs, les ingénieurs romains prirent une décision désespérée et cruelle, qui, paradoxalement, préserverait les trésors de la ville pour nous, descendants. Ils comprirent que la muraille ouest était trop mince pour résister aux coups des béliers, et ordonnèrent de combler la rue adjacente au mur avec de la terre et des pierres, enterrant leur propre maison vivante. Ce remblai artificiel, destiné à amortir les chocs et à renforcer la défense, était appelé laguerre. Pour créer cette aguerre, les soldats détruisaient les toits des bâtiments et remplissaient les pièces de gravats, emmurant à jamais les fresques uniques de l'église chrétienne et de la synagogue, qui, grâce à cet acte de sauvetage barbare, nous parviendraient en parfait état. C'était une course contre la montre, où les Romains, avalant la poussière et maudissant la chaleur, construisaient une montagne à l'intérieur de la ville, essayant de rendre le mur imprenable. Les coupes archéologiques réalisées par les expéditions françaises et américaines montrent les couches de ce remblai, où gisent pêle-mêle des débris de meubles, de statues et d'objets sacrés, sacrifiés aux dieux de la guerre. Les soldats travaillaient jour et nuit, transformant leurs habitations en fortifications, tandis qu'à l'extérieur, les catapultes perses commençaient les tirs de réglage, envoyant les premiers boulets de pierre vers la ville. Mais Chapour était rusé, et tandis que ses archers criblaient les murs d'une pluie de flèches, distrayant l'attention des défenseurs, le véritable travail se déroulait en dessous, là où personne ne pouvait le voir. Les ingénieurs perses, les meilleurs maîtres mineurs du monde, commencèrent à creuser la terre à une distance considérable des murs, calculant l'angle et la profondeur pour émerger précisément sous les fondations de la tour principale. Ce n'était pas un simple trou, mais un projet d'ingénierie complexe, avec des étais en bois et une ventilation, conçu pour faire s'effondrer la défense romaine, littéralement par en dessous. Dans un silence complet, seulement interrompu par le bruit des pioches et la respiration lourde des mineurs, la mort commençait son chemin vers les fondations de la tour numéro 19. Les sentinelles romaines sur les murs scrutaient l'horizon, essayant de deviner la direction de l'attaque principale. Mais elles ne sentaient pas la légère vibration du sol sous leurs pieds. Aucune d'elles ne se doutait que, sous le puissant aguerre qu'elles s'efforçaient de construire, allait bientôt se dérouler un drame sans précédent dans l'histoire militaire. L'ennemi n'était plus aux portes, il était sous le seuil. Et cet ennemi avait apporté avec lui une arme contre laquelle la spata, le bouclier et l'armure la plus solide étaient impuissants. La terre sous les pieds de la 20e cohorte palmyrénienne commença à trembler, à peine perceptiblement. Et cette trépidation n'était pas due à la peur, mais à la catastrophe imminente. Le silence sur le mur de la forteresse fut remplacé par une sourde alarme lorsque le bouclier de bronze, posé au sol, commença à émettre un tintement à peine audible, mais mortellement dangereux. Cette méthode de détection des sapes, décrite par le tacticien antique Énée, ne laissa aucun doute aux tribuns romains. Juste sous la 19e tour, à quelques mètres de profondeur, l'ennemi se frayait un chemin vers le cœur de la défense. La vibration du bronze ressemblait au pouls fiévreux d'un mourant, avertissant que l'infection avait déjà pénétré profondément dans le sang et qu'il était impossible de l'arrêter de l'extérieur. Les commandants prirent la seule décision possible, qui exigeait un courage suicidaire. Ne pas attendre que la tour s'effondre, mais descendre sous terre et affronter l'ennemi dans l'obscurité. L'ordre fut donné de commencer immédiatement à creuser un contre-tunnel pour intercepter les Perses avant qu'ils n'aient le temps d'allumer le feu sous les fondations du mur. Ce n'était pas un chantier, mais une opération de combat, où l'arme principale n'était pas l'épée, mais un outil lourd, capable de percer le sol pierreux et les crânes ennemis. Cet outil universel du légionnaire
hybride de pioche et de hache, s'appelait la dolabra. Une dolabra entre les mains d'un soldat expérimenté pouvait détruire une maçonnerie de briques ou fendre le casque d'un adversaire en 1 minute. Et c'est avec des dolabrae à la main que l'unité d'avant-garde commença à s'enfoncer dans le sol de leur propre ville. Ils ressemblaient à des chirurgiens qui ouvrent leur propre corps sans anesthésie pour exciser une tumeur maligne avant qu'elle ne tue l'organisme entier. Les sapeurs romains, ruisselant de sueur dans l'espace confiné, travaillaient par équipe, se passant des paniers de terre à la chaîne, tandis que les officiers écoutaient le bruit des pioches ennemies, qui devenaient de plus en plus forts. Les données archéologiques de l'expédition de Yale confirment que la contremine romaine fut creusée à la hâte. Elle était étroite, irrégulière et beaucoup moins étayée que le tunnel perse, spacieux et professionnellement réalisé. C'était un couloir de désespoir, où chaque centimètre de progression rapprochait le moment de la collision dans l'obscurité absolue, là où il n'y avait pas de place pour la manœuvre ou la retraite. Les soldats descendaient dans cette gueule de l'enfer, laissant derrière eux la lumière du soleil et l'air frais, comprenant que beaucoup d'entre eux voyaient le ciel pour la dernière fois. Au premier rang marchaient les combattants les plus robustes, dont la tâche n'était pas de creuser, mais de protéger les sapeurs au moment de la percée, lorsque le mur de terre entre les deux armées disparaîtrait. La seule source de lumière dans cet espace étouffant et rempli de poussière était de petites flammes dansant sur les murs, arrachant les visages tendus à l'obscurité. Cette simple lampe en argile, alimentée à l'huile d'olive et fournissant une lumière faible mais vitale, s'appelait la lucerna. La flamme des lucernae tremblait par manque d'oxygène, créant des ombres sinistres qui dansaient sur les murs, comme des fantômes de guerriers déjà morts, venus accueillir les renforts. Dans cette lumière vacillante, les yeux des camarades semblaient des trous noirs, et l'éclat des armures rappelait les écailles de monstres souterrains. Le bruit des outils perses devenait assourdissant. La terre s'éboula du plafond, et chaque battement de cœur résonnait dans les tempes comme un tocsin. La distance se réduisait à une vitesse effrayante. 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre. La barrière entre les deux mondes s'amincissait, prête à éclater comme la peau tendue d'un tambour. Les Romains sentaient l'odeur de l'ennemi, un mélange d'ail, d'encens étranger et de sueur, s'infiltrant à travers la roche friable avant même qu'ils ne voient les premiers Perses. C'était l'odeur de la mort elle-même, qui les attendait derrière une mince cloison de sable et de pierres compressées. Soudain, la dernière couche de terre s'effondra, et de la brèche s'échappa non pas l'humidité, mais une chaleur et une odeur chimique étrange et âcre, dont les Romains ne comprirent la nature que trop tard. La poussière s'éleva en colonne, obstruant instantanément les poumons et les yeux, et dans ce chaos, les premiers cris retentirent dans une langue étrangère, plein de rage et de triomphe. L'obscurité du souterrain fut éclairée par des éclairs d'étincelles provenant des chocs de l'acier contre la pierre, et l'étroit passage se transforma en un hachoir à viande, où il était impossible de brandir une épée. Deux mondes se heurtaient dans un sac de terre exigu. Mais les Perses avaient préparé pour cette rencontre une surprise qui allait transformer une simple escarmouche en une scène de cauchemar. Dès que le mur s'écroula, les Romains se précipitèrent en avant avec un cri de guerre, s'attendant à un choc d'acier, mais ils marchèrent droit dans la gueule béante d'un volcan. Les Perses n'avaient pas été pris par surprise. Ils attendaient ce moment avec la patience d'une araignée sentant la vibration de sa toile, et avaient préparé une rencontre sans égale dans l'histoire des guerres. À l'extrémité de leur tunnel, ils avaient préalablement allumé un immense brasier. Mais ce n'était pas de simples bûches qui y brûlaient, mais une substance noire et visqueuse, bouillonnant comme le sang des enfers. Ce bitume naturel, abondamment extrait au Moyen-Orient et utilisé comme combustible pour les flammes infernales, était appelé bitume. Le bitume brûlait d'un feu épais et gras,
Mais il n'était que la base, le vecteur de la véritable arme qui devait transformer l'étroit passage en chambre de la mort. À peine les premiers légionnaires, toussant à cause de la poussière, tentèrent-ils d'escalader les décombres, que les soldats perses firent ce qui allait changer à jamais le visage de la guerre. Ils jetèrent les poignées de cristaux jaunes dans le bitume bouillant et se mirent à pomper l'air à une vitesse folle, dirigeant le flux directement vers les visages des Romains qui avançaient. Pour insuffler l'air, ils utilisèrent un dispositif en cuir et en bois, habituellement employé par les forgerons pour attiser la forge, appelé folis, soufflet. Le puissant jet d'air du folis capta les produits de la combustion et les projeta dans le tunnel romain, créant un mur non pas de feu, mais de fumée dense et lourde. Cette fumée n'était pas un produit de combustion ordinaire, c'était un brouillard jaune-vert qui rampait au sol, défiant les lois de la physique et remplissait chaque centimètre d'espace plus vite que l'eau. Les cristaux jaunes étaient du soufre, et en brûlant, ils entraient en réaction chimique avec l'oxygène pour former du gaz sulfureux, un tueur invisible contre lequel il n'y a pas de protection. Ce processus, où le soufre se transforme en dioxyde de soufre et au contact de l'humidité dans les poumons humains en acide sulfurique, était décrit dans l'Antiquité simplement comme le souffle d'Hadès. Les Romains qui inhalèrent cet air cessèrent instantanément d'être des guerriers. Ils jetèrent leurs épées et se saisirent la gorge, sentant leurs poumons littéralement se dissoudre à l'intérieur de leur cage thoracique. La panique qui s'empara de l'avant-garde était plus terrible que n'importe quel combat au corps à corps, car l'ennemi était partout et nulle part à la fois. Les soldats tentèrent de faire demi-tour et de s'enfuir vers l'air pur salvateur, mais l'étroit tunnel se transforma en piège mortel. Leurs énormes boucliers rectangulaires, qui formaient un mur infranchissable en bataille rangée, devinrent ici une malédiction, bloquant le passage et empêchant la retraite. Ce célèbre bouclier du légionnaire, de forme semi-cylindrique et recouvert de cuir avec un bord en bronze, s'appelait le scutum. Les scoutas s'accrochaient les uns aux autres, au mur et au corps des camarades, créant un embouteillage qu'il était impossible de franchir, tandis que derrière, des compagnons d'armes, ne se doutant de rien, poussaient. 19 hommes se retrouvèrent coincés dans un espace de moins de 2 mètres de large et de haut, s'étouffant dans le nuage d'acide, tandis que leurs camarades derrière eux criaient et les poussaient en avant, sans comprendre qu'ils les poussaient vers la mort. Ils mouraient non pas de blessures, mais parce que chaque inspiration apportait non pas de l'oxygène, mais une douleur ardente déchirant les tissus, rendant les yeux aveugles et la gorge se contractant en spasmes. Le poids de leur propre équipement, qui devait les protéger des coups, les tirait maintenant vers le bas, sur le sol, où la concentration de gaz était maximale. Beaucoup étaient revêtus de cottes de mailles d'un tressage spécial, qui résistaient parfaitement aux coups de taille, mais accéléraient maintenant leur perte, empêchant la cage thoracique de bouger librement dans les convulsions. Cette cotte de mailles, composée de milliers d'anneaux de fer entrelacés, s'appelait la lorica amata. La lorica amata devint leur linceul de fer. Sous son poids, ils tombèrent les uns sur les autres, formant cette même horrible montagne de corps que les archéologues retrouveraient 17 siècles plus tard. Tout se termina en quelques secondes. Les cris de douleur furent remplacés par des râles, puis un silence terrible s'installa, seulement brisé par le crépitement du bitume qui finissait de brûler. Parmi le tas de corps romains, gisait également un soldat perse, qui, apparemment, avait tardé en attisant la flamme, ou était trop absorbé par son attaque pour se retirer à temps. Le gaz ne faisait pas de distinction entre amis et ennemis. Il tua également celui qui l'avait libéré, laissant son corps comme un sceau sombre sur cet acte du premier génocide chimique de l'histoire. Les Perses,
entendant que la toux et les cris s'étaient éteints, bloquèrent rapidement l'entrée du tunnel avec des pierres, emmurant à jamais leurs victimes dans cette fosse commune. Mais la mort de ces 19 héros n'était que le début de la fin pour toute la ville, car le gaz avait fait ce que des milliers d'épées n'auraient pu faire. La bataille souterraine était perdue, et bien que les Romains aient bloqué le tunnel avec leur corps, ils ne purent arrêter la chute inéluctable de Dura Europos. Tandis que la fumée toxique se dissipait lentement dans la sape vide, le sort de la garnison était déjà scellé en surface, et la catastrophe s'apprêtait à éclater au grand jour. La fumée dans le tunnel commença à se dissiper, révélant une scène qui aurait fait frémir même des bourreaux chevronnés. Mais pour les ingénieurs perses, ce n'était que la résolution d'une équation. Les 19 corps romains, tordus dans l'agonie de la mort, servaient désormais non plus de défenseurs de l'Empire, mais de matériaux de construction pour l'ennemi. Les Perses ne prirent pas la peine de retirer les cadavres. Avec un pragmatisme glacial, ils empilèrent les corps des Romains pour former un mur, bloquant le passage pour une éventuelle contre-attaque, et préparèrent la scène pour l'acte final de destruction. Cette technique d'ingénierie cruelle, où les étais en bois dans la sape sont intentionnellement brûlés pour provoquer l'effondrement du sol et du mur qui se tient dessus, s'appelait la succensio. La succensio était la mèche qui devait faire exploser la défense de la ville de l'intérieur. Et les Perses, ayant entouré les corps de leurs ennemis de broussailles et de paille, y mirent le feu. Le feu, dans l'espace confiné, se propagea avec un rugissement, dévorant l'oxygène et le bois, et après quelques heures, le sol sous la tour principale numéro 19 commença à s'affaisser. La structure gigantesque, pesant des centaines de tonnes, trembla et s'inclina, émettant un gémissement semblable au cri d'une bête blessée, audible dans toute la ville. Les recherches archéologiques menées par l'équipe de Simon James ont montré que la tour s'était inclinée, mais, ironiquement, ne s'était pas complètement effondrée, restant coincée dans le remblai préparé par les Romains et suspendue à un angle non naturel. Ce fut le moment où la physique et la fortune jouèrent un mauvais tour aux deux armées. Le mur tint bon, mais l'esprit des défenseurs fut brisé par la conscience que la mort pouvait venir de n'importe où, même à travers la pierre. Bien que le mur ne soit pas tombé entièrement, le destin de Dura Europos était scellé, car la garnison, démoralisée par l'attaque chimique et les bombardements constants, ne croyait plus au salut. La ville, qui se tenait depuis des siècles au carrefour des routes commerciales et des cultures, se préparait à l'heure terrible où la loi et l'ordre sont remplacés par la loi du plus fort. Cette étape finale de l'assaut, où la ville est livrée au pillage des soldats du vainqueur et où toute atrocité est considérée comme normale, s'appelait la direptio. La direptio signifiait non seulement le pillage, mais l'effacement complet de l'humanité, où les rues sont inondées de sang et les habitants transformés en marchandises ou en cadavres. Les chroniques de l'époque sont muettes sur les détails du massacre. Mais l'archéologie parle plus fort que les mots. Des squelettes de personnes tuées par des coups dans le dos ont été retrouvés dans les rues de la ville, comme si elles avaient tenté de fuir l'inévitable. Shapur Ier, entrant dans la ville, ne manifesta pas la miséricorde dont se vantaient les empereurs romains. Il n'était pas venu pour gouverner ces gens, mais pour les punir de leur résistance. Les inscriptions gravées plus tard sur les rochers en l'honneur de ces victoires énumèrent fièrement des dizaines de villes détruites. Et Dura Europos ne fut qu'une ligne dans cette liste sanglante de trophées. Toute la population survivante fut déportée en Perse, en esclavage, pour construire de nouvelles villes pour leurs conquérants, disparaissant à jamais de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Cette déportation massive et forcée de la population, pratiquée par les anciens empires pour affaiblir l'ennemi et obtenir de la main-d'œuvre, s'appelait la transduction.
La Transduction vida Dura Europos en quelques jours, transformant le centre commercial animé en une ville fantôme, où les seuls maîtres qui restaient étaient le vent et les scorpions. Le plus étonnant dans cette tragédie est que la ville ne fut pas repeuplée. Elle mourut instantanément et à jamais, figée dans le temps au moment même où le dernier soldat romain tombait dans la poussière. L'absence de couche culturelle ultérieure a fait de Dura Europos une capsule temporelle unique, conservant pour nous non seulement les murs et les temples, mais aussi les moindres détails de la vie quotidienne, abandonnés à la hâte. Les soldats qui périrent dans le tunnel sont restés là où le gaz toxique les a rattrapés, serrant dans leurs bourses leurs dernières économies qu'ils n'eurent jamais le temps de dépenser. Cette pièce d'argent, qui était la base du système monétaire romain et retrouvée en grand nombre sur les corps des victimes, s'appelait le denarius. Les denarii, datés de l'an 256, devinrent la preuve irréfutable qui permit aux historiens d'établir la date exacte de la chute de la ville à l'année près. Les sables du désert commencèrent lentement leur offensive, ensevelissant les rues, les maisons et le fameux tunnel maudit, cachant les traces du crime et de l'héroïsme sous une épaisse couverture jaune. 17 siècles de silence s'abattirent sur ce lieu, gardant le secret des 19 hommes qui subirent la mort la plus atroce de l'histoire antique. Le monde oublia Dura Europos. Le nom de la ville s'effaça des cartes et de la mémoire, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite par des soldats britanniques en 1920 ne déclenche une chaîne d'événements menant à la découverte sensationnelle. Mais même lorsque les archéologues commencèrent à déterrer les murs, ils eurent du mal à comprendre ce qui s'était passé dans cet étroit souterrain, attribuant la mort des soldats à un effondrement, jusqu'à ce que la criminalistique moderne n'examine les os sous un autre angle. L'histoire s'apprêtait à révéler son secret le plus sombre, celui qui nous oblige à reconsidérer toute l'évolution de l'art de la guerre. Lorsque, dans les années 1920 et 1930, les pelles des archéologues de l'Université de Yale et de l'Académie française perturbèrent pour la première fois le repos de la ville morte, une scène empreinte d'horreur mystique se présenta à eux. Le directeur des fouilles, le comte français Robert du Mesnil du Buisson, se tenait au-dessus du tunnel ouvert et ne pouvait en croire ses yeux. Devant lui, gisaient 19 soldats romains en tenue de combat complète. Mais leurs os ne portaient aucune trace de blessure mortelle qui aurait pu expliquer leur décès. Cela semblait comme si la mort elle-même avait traversé les murs et pris leurs âmes sans toucher leur corps, laissant les savants s'interroger sur cette énigme pendant près d'un siècle. La théorie initiale voulait que le tunnel se soit simplement effondré lors d'une féroce mêlée au corps à corps, ensevelissant les combattants vivants. Mais cette version n'expliquait pas la position étrange des corps, ni l'absence de tentatives pour s'échapper. La vérité ne fut révélée qu'en 2009, lorsque l'archéologue britannique Dr Simon James de l'université de Leicester, tel un détective enquêtant sur une affaire non résolue vieille de 1000 ans, réexamina les photographies d'archives et les découvertes. Il nota que les corps n'étaient pas disposés de manière chaotique, comme lors d'un effondrement, mais empilés, comme si quelqu'un avait délibérément construit une barricade avec eux. Et, plus important encore, des traces de cristaux jaunes et de goudron noir furent trouvées sur les murs et le sol. Cette méthode de recherche, où l'objet est étudié dans la position et le lieu exact où il a été trouvé, sans déplacement, s'appelle in situ. Les découvertes in situ permirent à James de reconstituer la chronologie des événements avec une précision à la minute près et de prouver que les Romains avaient été victimes d'une exécution chimique froidement planifiée. James prouva que les Perses n'avaient pas simplement mis le feu au tunnel. Ils l'avaient transformé en une gigantesque chambre à gaz, utilisant des connaissances en chimie que nous avons l'habitude d'attribuer à des époques beaucoup plus tardives. L'analyse montra que le mélange de soufre et de bitume, en brûlant, dégageait d'épais nuages d'anhydride sulfureux, un gaz toxique qui, au contact de l'humidité dans les poumons, se transforme en acide corrosif. Cette découverte a ébranlé le monde scientifique,
car elle a repoussé la date de la première utilisation d'armes chimiques de destruction massive des champs de la Première Guerre mondiale à l'Antiquité syrienne, soit un millénaire et demi plus tôt. Nous avons l'habitude de considérer les Romains et les Perses comme des guerriers à l'épée et à la lance, mais Doura Europos nous a montré que la course aux armements et la recherche de l'arme absolue avaient commencé bien avant l'invention de la poudre. Le destin de ces 19 soldats est un sombre rappel que l'ingéniosité humaine ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit d'anéantir ses semblables. Ils ne sont pas morts dans un duel héroïque, les yeux dans les yeux avec l'ennemi, mais dans l'obscurité suffocante, trahis non par leur courage, mais par la supériorité technologique d'un adversaire auquel ils n'étaient pas préparés. Leur mort fut instantanée, mais leur mémoire, conservée dans l'air sec du désert, a survécu à la fois à l'Empire romain et à l'Empire sassanide pour nous raconter la vérité aujourd'hui. La ville de Doura Europos ne fut jamais reconstruite. Elle est restée dans le désert, un monument à la cruauté humaine, où l'on peut encore trouver sous la couche de sable les sandales des habitants en fuite et les pièces de monnaie tombées des mains des tués.